L'Institut Wilson, qui est un institut américain, plutôt pro-atlantiste, a analysé les chiffres, et les peuples qui représentent 16% de la population mondiale sont ceux qui appliquent des sanctions contre la Russie actuellement. C'est-à-dire que la grande majorité des pays de la Terre n'appliquent pas de sanctions contre la Russie. Et si vous avez une politique de sanctions, elle peut être efficace que si la totalité ou la quasi-totalité des pays l'appliquent. Aujourd'hui, la Russie a juste changé ses marchés. Donc elle a fait deux choses. Elle a commencé à produire elle-même ce qu'elle importait. Donc elle n'a plus besoin d'importer des biens, notamment agricoles, par exemple d'Europe de l'Ouest ou d'ailleurs. Et elle exporte à d'autres pays. Et la Russie ne pleure pas si elle ne peut plus exporter de gaz vers vers les Pays-Bas ou le Luxembourg, si demain elle en exporte vers la Chine ou vers l'Inde. Donc c'est un échec total, et le fait que Vladimir Poutine puisse, alors qu'il est sous normalement mandat d'arrêt international, que le tribunal pénal international a été sollicité par les atlantistes pour le poursuivre, qu'il puisse se balader sur la planète avec des grandes puissances dans le monde des hydrocarbures comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, montre à quel point cette politique de sanctions a été un échec. Et n'oublions pas un élément, c'est que non seulement elles n'ont pas permis d'isoler la Russie, mais elles se retournent contre nous. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban disait qu'il pensait que l'Europe se tirerait une balle dans le pied avec cette politique de sanctions et qu'il se réalise que nous nous tirons une balle dans le poumon. Pourquoi ? Parce que les Russes ont trouvé des alternatives au marché de l'Union européenne. Mais les producteurs, les exportateurs de l'Union européenne n'ont pas trouvé ces alternatives. Et il y a des secteurs, des pans entiers de nos économies qui souffrent. Elle a, je pense, sous-estimé, c'est le titre d'un article du Bild, le journal allemand, qui n'est pas du tout un journal pro-russe. Il se demande si les Allemands ou les Occidentaux n'auraient pas sous-estimé. Et clairement, il y a un problème de renseignement dans le camp occidental, soit entre la qualité de l'information qui a été recueillie sur le terrain, parce qu'on aurait dû voir que les armes russes étaient super sophistiquées, on aurait dû savoir que les Russes allaient pouvoir trouver des marchés alternatifs aux marchés aux occidentaux, soit les systèmes de renseignement n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas récupéré cette information, ou alors, et c'est plus probable, il y a eu un filtre politique. C'est-à-dire, et je pense que c'est Hubert Védrine qui le disait il y a encore peu de temps, on est dans l'idéologie. Les responsables politiques occidentaux sont dans l'idéologie, ne veulent pas croire les informations du terrain ou pensent que ces informations sont exagérées. Et donc il y a une très grande différence entre ce que nous pensions que les Russes allaient pouvoir faire et ce qu'ils font réellement. Et ça, évidemment, ça se retourne contre nous parce que ces mauvais choix politiques ont un impact directement sur les bourses des Français, des Européens, aujourd'hui, qui souffrent d'une situation économique qui était déjà mauvaise avant la guerre en Ukraine. La fermeture de l'économie pendant la gestion du Covid est catastrophique et c'est une des raisons de l'inflation que nous subissons aujourd'hui. Mais cet effet inflationniste et cette crise économique a été amplifiée par la guerre en Ukraine à cause des prix des hydrocarbures et du fait que il y a des marchés qui ont été fermés aux Occidentaux. Croyez-vous, Nikolaï Mierkovitch, à l'Europe et à l'Occident, à Washington, qui couperait le robinet financier de l'Ukraine? Peut-être pas du jour au lendemain, parce que les conséquences seraient quand même assez graves. Cela voudrait dire qu'on nous a fait croire en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, qu'en injectant des milliards, et là on est en train de parler de plus de 200 milliards de dollars qui ont été versés par l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, les pays qui sont dans l'orbite atlantiste, que malgré toutes ces aides qui devaient libérer l'Ukraine, qui devaient défaire la Russie, malgré tout cela n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on a jeté l'argent par les fenêtres. Et derrière cela, on a encouragé une guerre où Oleksiy Arestovitch, l'ancien conseiller personnel de Zelensky, avoue qu'il y aurait entre 200 et 300 000 soldats ukrainiens de morts. Donc on aurait vraiment fait le mauvais calcul en envoyant tout cet argent-là pour un résultat qui visiblement ne fonctionne pas, puisque Valéry Zaloujny, le commandant-chef de l'armée ukrainienne, avoue que la contre-offensive n'a pas atteint les objectifs et est dans l'impasse. Zelensky a lui-même dit qu'il n'avait pas atteint les objectifs. Donc on aurait envoyé tout cet argent. Donc qu'est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est le tonneau des Danaïdes? On continue à envoyer de l'argent tout en voyant que les Ukrainiens sont en train de perdre, ou est-ce qu'au bout d'un moment il faut s'arrêter? Donc les conséquences d'une défaite de l'Ukraine serait assez grave pour les atlantistes. C'est peut-être une bonne idée pour la paix, mais ce serait assez grave pour les atlantistes, donc je ne les vois pas arrêter du jour au lendemain. Pour autant, cette méthodologie, cette méthode de sanction d'un côté, d'armement, de formation, d'accompagnement de l'OTAN, qui est majeure, même s'il n'y a pas de soldats de l'OTAN sur place, il y a tout l'aide de conseillers de l'OTAN, il y a les satellites de l'OTAN, il y a de l'armement de l'OTAN. Si ça ne fonctionne pas, enfin, les atlantistes ne vont pas pouvoir continuer à financer cette situation et cette guerre qui est en train en ce moment même où nous parlons,
a l'air plutôt d'être une défaite pour Kiev et pour les atlantistes. Il faut que l'Europe sorte de cette situation. Le suivisme atlantiste, cette pensée qui considère que les Américains sont les seuls défenseurs de la démocratie, sont les défenseurs de nos valeurs, est erronée. Le général de Gaulle avait dit dans les années 60 que la grande menace pour la France, c'était l'impérialisme américain. Dans les années 60, où déjà il y avait une idée de la souveraineté. Quelques années plus tard, on lançait le Concorde, on avait des centrales nucléaires, enfin on avait envie de défendre notre souveraineté, de défendre notre identité. Vous pouvez imaginer 60 ans plus tard, avec des vagues et des vagues de politiciens atlantistes, avec la construction d'une Union européenne supranationale, décorrélée des besoins des Européens, à quel point cette situation s'est aggravée. On doit retrouver notre souveraineté. On doit travailler intelligemment entre pays européens, ça c'est sûr et certain. Dans cette plaque tectonique géopolitique qui est en train de bouger, on ne pourra pas tout faire seul, mais on doit arrêter de suivre les États-Unis. La guerre en Europe n'est pas profitable aux Européens. Le fait de ne pas travailler avec un partenaire aussi riche que la Russie est défavorable pour les Américains, et le fait que la Russie soit en train de négocier des partenariats en Afrique dans des zones où nous-mêmes, par exemple, avions une relation privilégiée, doit aussi nous remettre en question. On a complètement failli notre politique africaine. D'autres sont en train d'en profiter. Ouais, c'est pas à Kiev qu'il faut aller. Je pense que si ces responsables politiques vont demain en Ukraine, qu'ils aillent au front, qu'ils aillent dans une tranchée, qu'ils voient quelle est la conséquence de leur politique guerrière belliqueuse en Ukraine. C'est facile d'aller dans les salons feutrés de Kiev. C'est un peu plus difficile de rentrer dans la gadoue et maintenant dans les sols gelés, de marcher sur les sols gelés du front où ils envoient les Ukrainiens se battre. Donc il faut sortir de cette Union européenne atlantiste, il faut retrouver de la souveraineté et il faut pouvoir retrouver un terrain d'entente, de discussion avec la Russie pour bâtir une nouvelle architecture de la paix en Europe comme nous avions lors de l'acte final des accords de Helsinki. Il faut se remettre autour de la table, ça va prendre un peu de temps, c'est normal, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris du temps, ça reprend du temps, c'est indispensable. Entre l'Atlantique et le Pacifique, on a un énorme espace avec des mêmes valeurs civilisationnelles, culturelles, religieuses, on a tout intérêt à travailler ensemble.